Aristote disait « C'est dans les villes les plus peuplées que l'on peut trouver la plus grande solitude ». La ville est le lieu où tout se passe. Elle peut être grandiose, petite, tentaculaire, terrifiante, voire gigantesque. Chaque ville a son identité. Paris, New York et Tokyo pour leur effervescence, ou encore Cupertino, Singapour et Chicago pour leur innovation, y compris dans la culture populaire. Qu'elle soit fictive ou réelle, certaines des villes isolent par son écrasante présence au-dessus des personnages, sans oublier que parfois, la ville peut être elle-même un personnage à part entière. Je suis Sams et bienvenue dans une nouvelle exploration. Les villes peuvent être si grandes que parfois l'isolement et la solitude viennent frapper fort, très fort. En même temps, dans des villes comme Paris, New York ou encore Tokyo, elles sont des villes si grandes et tellement bouillonnantes d'activité que si parfois il y a un petit moment d'accalmie, un sentiment d'isolation dans une solitude suintante et qui parfois peut mener à l'aliénation. Cela crée une fracture mentale qui va pousser le protagoniste d'une œuvre à tromper l'ennui, la solitude pour éviter cette aliénation. Mais parfois, cela ne suffit pas, et c'est la chute. Imaginez, vous êtes un acteur prenant de l'âge avec une carrière instable. Vous refusez de retourner sur les planches que vous aimez pourtant pour faire la pub d'un whisky dans un pays à l'autre bout du monde. Bien évidemment pour l'argent. Vous n'arrivez pas à vous adapter au décalage horaire dans une ville dont vous ne comprenez pas la langue. Ou alors, vous êtes une jeune femme récemment diplômée. Vous accompagnez votre mari photographe de star dans le pays où il doit travailler. Vous n'avez pas encore de travail et vous êtes incertaine de votre avenir et même des sentiments que vous avez envers votre mari. Le décor est planté. Il s'agit de l'histoire de Bob Harris et de Charlotte, qui sont tous les deux les protagonistes du film Lost in Translation de Sofia Coppola. Le décor, Tokyo, une ville qui est bondée d'activités, justement tout le propos du film. L'histoire isole Bob et Charlotte, tous deux expatriés. Le premier n'a déjà plus que des contacts cordiaux avec sa femme et ses enfants, isolé par la distance mais aussi par la célébrité. Il est reclus dans un hôtel de luxe qui surplombe la ville. La situation et le jeu de Bill Murray, c'est juste impérial. Entre son tandisme fatigué et son décalage constant avec les situations qu'il traverse, augmente encore plus la solitude ressentie. Quant à la deuxième, Charlotte n'est plus sûre de ses sentiments pour John, son mari, et elle ne sait toujours pas ce qu'elle va faire depuis qu'elle a obtenu son diplôme universitaire. Ils sont tous les deux à Tokyo et elle est seule, car il est constamment sur la brèche avec son travail. Cela augmente le fossé entre les deux. Charlotte passe son temps à arpenter les rues de Tokyo pour tromper l'ennui. Ce film est pour moi le film parfait en ce qui concerne la solitude. En partie dû à la situation de Bob et Charlotte, mais aussi par la localisation. Ils ne parlent absolument pas japonais et ils sont perturbés par le décalage horaire. Tokyo devient donc une sorte de cage où dans leur solitude, ils vont se rendre compte de ce qui ne va pas dans leur vie respective. Mais aussi, ils vont tenter de la tromper, cette solitude, en passant du temps ensemble. Étant tous les deux spectateurs passifs de leur vie, et leur rencontre va les forcer à redevenir acteurs d'une vie qu'ils ont laissé trop longtemps passer derrière eux. Mais heureusement, notre duo n'a pas expérimenté l'aliénation qui découle de la solitude. Mais tout le monde n'a pas cette chance, surtout dans la grosse pomme. New York, la ville qui ne dort jamais. Comme Travis Bickle, ancien Marines, reconverti en chauffeur de taxi, le protagoniste de Taxi Driver, premier film du légendaire Martin Scorsese. Travis est un homme qui revient de la guerre du Vietnam. Il fait les rotations de nuit en tant que chauffeur de taxi, puisqu'il n'arrive pas à dormir et que c'est payé plus cher. Mais cette vie nocturne, ses insomnies et sa solitude vont vraiment affecter sa santé mentale. Même s'il va tenter de tromper la solitude en fréquentant la belle Betsy, une des assistantes du sénateur Charles Palantine. Malheureusement, cela se soldera par un léger échec en tentant de l'inviter dans un cinéma pornographique. Pas le meilleur des premiers dates. Cela sera un pas de plus vers l'aliénation de Travis. Et suite à la rencontre avec un client quelque peu étrange et un poil inquiétant, joué d'ailleurs par Martin Scorsese lui-même, Travis va s'acheter des armes. Un maximum d'armes. Sa solitude va finir par lui peser tellement que son aliénation va prendre une autre dimension, le jour où il abattra un malfaiteur qui tentait de braquer une supérette. Il se rapprochera d'une jeune fille de 12 ans qui se prostitue, Iris. Oui, les films de Scorsese, c'est très énervé parfois. Je vous rassure, il ne va pas devenir un des clients, mais plutôt un ami qui va tenter de la convaincre de revenir chez ses parents et de se sortir de cette situation. Mais elle refusera, poussant Travis à sa dernière limite, faisant le dernier pas vers la folie. Travis va se faire une crête, ou une mohawk si vous préférez, et tenter d'assassiner le sénateur Palantine, tentative qui ratera, heureusement. Il se rattrapera en allant tuer le proxénète d'Iris, mais aussi le tenancier de l'hôtel de passe où Iris travaille, et un des clients mafieux d'Iris. Il sera blessé gravement au cours de la fusillade, et la police arrivera constatant que Travis a plongé de plein pied dans la folie.
L'insomnie, la solitude et une ville pourrie ont raison de l'esprit de Travis Bickle. On peut parler des scènes où on découvre Sammo Hawk ou encore quand il s'improvise justicier, mais c'est surtout les scènes où Travis est seul, avec ses monologues intérieurs qu'il retranscrit dans un journal, montrant de manière explicite que cette ville, sa criminalité, sa vie nocturne, sa taille et son agitation l'ont affecté psychologiquement. Sans oublier cette solitude qui grandit à mesure que Travis rencontre tous ses paramètres. Sans oublier que son statut d'ancien combattant, ses habitudes et sa naïveté sociale vont l'isoler du reste des personnes dites lambda. Je vais vous faire une petite aparté, le film Joker de Todd Phillips, produit par Scorsese et avec Robert De Niro dans un rôle secondaire, est pour moi une version d'ici de Taxi Driver. L'un comme l'autre, nous sommes face à deux personnages marginalisés suite à un passé, des traumatismes ou une maladie mentale, qui au milieu de tout ce brassage humain, que sont New York et Gotham City, va les isoler pour finir par les faire plonger dans la folie et la violence. Travis, Bob ou Charlotte sont les personnages d'une histoire où la ville impacte leur vie, en les isolant des autres. Mais parfois, la ville devient un personnage. Elle englobe les protagonistes et antagonistes, elle est le lieu de l'action et l'œuvre, mais aussi un personnage secondaire. Un grand nombre d'œuvres ont fait de leur ville un personnage à part entière. J'ai une sélection justement d'œuvres de ce genre. On peut parler de Casino, encore une fois, de Martin Scorsese, de Dark City d'Alex Proyas, Metropolis de Fritz Lang, certains films de Shyamalan, Breaking Bad, une autre série Sherlock, Dexter et le jeu BioShock. Même si elle est fictive, elle n'en reste pas moins un personnage. Dans Dark City, ce n'est pas une vraie ville, parce qu'elle n'existe pas dans la réalité véritable, mais parce qu'elle est inventée dans le but d'une expérience sur les humains. Il y fait nuit constamment, elle ressemble à une ville de film noir, la pluie, les ruelles, et elle peut aussi se transformer pour prendre une autre apparence à volonté. Cette ville est unique, comme un acteur, elle se grime et se change pour correspondre aux besoins du film. Sa personnalité et son apparence ont été si marquantes que les décors ont été réutilisés dans Matrix. Si une personne qui ne connaît pas le film verrait son ambiance, on se dirait c'est un décor de film de détective des années 50. De même que Metropolis, Fritz Lang a montré une ville qui serait la ville de demain, mais aussi une ville qui cultive une inégalité sociale. Entre la ville du haut et celle du bas, celle du haut est remplie de gratte-ciel avec des routes suspendues qui narguent l'altitude, sans oublier les avions qui volent nonchalamment au milieu des immeubles. Celle du bas est sale, pleine de machines, de fumée, tout n'est qu'agitation, mouvement perpétuel et industriel. Elle est donc coupée en deux, un personnage aux doubles facettes complémentaires dans le récit. Elle casse son environnement pour montrer la fracture entre les deux parties. J'ai une anecdote d'ailleurs, Metropolis est aussi le nom de la ville de Superman, la ville de demain, avec son côté art déco. Eh bien il existe un comics appelé Superman's Metropolis, sorti en 1996, qui se passe dans un autre univers, et il reprend la trame de Metropolis mais en y incluant les personnages de l'univers de Superman. Cet univers est un hommage au film expressionniste allemand, il y a aussi une version de Batman basée sur Nosferatu et une version d'Wonder Woman basée sur le film Blue Angel. Le design art déco peut donner une vraie personnalité à une ville, comme pour BioShock, un FPS sorti en 2007 qui se déroule dans une ville bien particulière. Son concepteur, Andrew Ryan, la décrira mieux que moi. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Cette ville possède une identité folle, entre son emplacement, une ville sous-marine, et son design art déco qui transforme Rapture en un véritable personnage avec une vraie narration. On peut rencontrer des décors marqués d'une histoire qui a commencé bien avant l'arrivée du personnage principal, mais aussi tout son écosystème comme les Little Sisters, les Big Daddy ou encore les Chromosomes.
C'est ce qui fait la force du jeu. En vous promenant dans les couloirs, vous pouvez croiser des PNJ qui se battent entre eux, ou qui vivent leur vie, comme dans une vraie ville en somme. D'autres œuvres n'ont pas besoin de créer une ville pour exister, il suffit de piocher dans les villes que nous connaissons déjà. Scorsese, encore lui, n'a pas seulement vadrouillé à New York, mais aussi à Las Vegas, lieu où se déroule l'action du film Casino, avec encore une fois Robert De Niro dans un des rôles principaux. La ville y est en métamorphose constante, comme sa version de la réalité véritable, dont les bâtiments et la structure de la ville ont été démolis, reconstruits, puis à nouveau démolis et encore une fois reconstruits. D'abord aux mains de la pègre, puis aux mains des promoteurs et des banquiers qui se sont réappropriés la ville après avoir jarté la mafia. Dans ce film, elle est Vegas plus qu'elle ne l'est dans sa version réelle, tout simplement ostentatoire, clinquante et un peu vulgaire, comme les costumes de De Niro dans le film. C'est la ville de tous les excès, entourée de déserts et de plus petites villes qui elles aussi possèdent des casinos de plus petites envergures. Mais pas seulement que les villes animées par la vie nocturne des casinos, mais aussi une ville historique, avec une ambiance calme et posée. Et pour un réalisateur comme M. Night Shyamalan, Philadelphie est parfaite. Une ville avec un gros bagage historique, avec son centre-ville, ses gratte-ciel, mais surtout ses quartiers historiques comme Old City. Avec plusieurs films de sa filmographie. Le premier, Sixième Sens. Philadelphie s'assombrit, devenant le décor d'une histoire surnaturelle. À travers les yeux de Cole et de Malcolm, la ville devient le lieu de transition entre la vie et la mort, et surtout la passerelle vers l'au-delà, surtout dans l'histoire des deux personnages principaux. Et elle reste surnaturelle. Dans son deuxième film, Incassable, un de mes films préférés d'ailleurs, aux côtés du protagoniste David Dunn. La ville est désaturée mais ressort les couleurs, notamment celles entourant David et le personnage d'Elijah. Comme dans une page de comics, elle se transforme presque en une Gotham City à l'échelle humaine, réaliste. Décor d'événements tout simplement hors du commun et d'une histoire simple. De même que pour un autre de ses films Split, mais surtout Glass. Attention, il va y avoir de multiples spoilers, vous pouvez sauter à ce timecode, mais cette Philadelphie que nous avons quittée devient une véritable ville de comics, avec son nouveau building ultra high-tech et numérique au possible, et une colorimétrie empruntant presque au film de super-héros moderne. Une ville de comics, mais dans un monde un peu trop réel. Il y a aussi 3 séries qui sont liées à leur ville, notamment Albuquerque pour Breaking Bad, Miami pour Dexter, et enfin Londres pour la série Sherlock. Albuquerque est une ville particulière. Dans l'état du Nouveau-Mexique, elle est souvent mêlée à des trafics de drogue. C'est une ville avec un contexte parfait pour l'histoire de Walter White. Pas besoin de vous présenter cette série culte, mais comme vous le savez, cette série narre la métamorphose de Walt, gentil prof de chimie effacé et écrasé par la vie, à Heisenberg, le baron de la drogue mégalomane, manipulateur et sans pitié. La ville subit elle aussi une métamorphose, mais forcée par Heisenberg, comme si le pouvoir qu'accumulait Walter lui donnait la puissance de changer la ville elle-même. La ville de Miami devient le théâtre de la série Dexter, où l'on suit Dexter Morgan, expert médico-légal spécialisé en taches de sang. Mais pendant son temps libre, c'est un serial killer qui tue les tueurs et les violeurs. La ville devient un peu son terrain de chasse. Miami est comme Dexter, elle vit à travers une dualité. Le jour, c'est une ville magnifique, baignée de soleil, la culture cubaine et sa musique l'embaument. Elle est vivante et chaleureuse, exactement comme le masque social que s'applique Dexter. Mais la nuit, Miami reflète la partie sombre, le passager noir de Dex. Les rues deviennent le lieu où les prostituées, les dealers, mais surtout les proies que chasse Dexter, les tueurs, les serial killers, les violeurs et les pédophiles sortent. Elle est sombre et surtout elle travaille de concert avec Dexter, lui permettant de se cacher et de traquer en toute tranquillité ses victimes. Et exactement pour les 2 premières séries, le Londres de la série Sherlock est aussi un miroir de ses 2 protagonistes, Sherlock Holmes et John Watson, duo iconique que ce soit dans les romans originaux mais aussi dans toutes les adaptations qu'ils ont pu avoir. Ils sont les 2 faces d'une même pièce. John est un ancien soldat et surtout un médecin. Il est humain, empathique et surtout brillant. Londres est une ville vivante, avec des petits commerces, plein de gens et une grande activité. Elle est cosmopolite. Mais Sherlock est là pour contrebalancer. Je n'ai pas besoin de vous présenter les compétences et le caractère du personnage, et la ville prend ses aspects. Elle est froide, avec une esthétique métallique, la colorimétrie et son architecture, en plus d'être froide, sont habitées par une logique implacable. La ville est un excellent personnage secondaire, qu'elle soit un personnage à part entière ou un faire-valoir du protagoniste. Qu'elle soit réelle ou fictive, elle est présente tout autour des personnages. La ville impacte le personnage, ou même les personnages impactent la ville. En même temps, la ville est un lieu où la vie est la plus agitée. La plupart du temps, nous allons en ville pour avoir accès à des activités et des services qui ne sont pas accessibles partout, mais aussi pour des opportunités ou des rencontres. Mais encore une fois, l'agitation et le tumulte peuvent isoler les citadins. Mais heureusement, l'ambiance et sa vie peuvent aussi rapprocher les gens. Il nous suffit juste de sortir. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter. Moi, je repars pour préparer ma prochaine exploration. Salut!